Qui a dit que nous pouvions faire sans la nature ? Après les abeilles cette semaine, insectes essentiels à notre écosystème et notre survie, je vous propose de parler de notre santé, très liée à notre environnement, notre planète la Terre. C'est le thème de la Journée mondiale de la santé 2022. Alors à quand la grande bifurcation de nos modes de production ? À quand un grand changement de nos modes de vie, y compris dans les villes ? Quel pays référence d'ailleurs en la matière et quelle place du Maroc ? Passage au scan. Je suis Landry Benoît, vous écoutez le scan, le podcast actu de Tel Quel. Et ce jeudi 7 avril 2022, je vous propose une interview avec Mariam Bigdeli, la représentante de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, au Maroc. Bonjour Mariam Bigdeli. Bonjour. La Journée mondiale de la santé 2022 axée sur la santé des êtres humains et de la planète. Pourquoi cette thématique ? Alors, pourquoi cette thématique ? C'est une très bonne question parce que selon les estimations de l'OMS, on déplore chaque année 13 millions de décès dans le monde, imputables aux causes environnementales évitables. Vous savez que certaines maladies comme l'asthme, certains cancers, les maladies cardiovasculaires ont des causes environnementales évidentes. Et 9 personnes sur 10, par exemple, dans le monde, respirent un air pollué par la combustion fossile. On parle beaucoup aussi du réchauffement climatique. C'est un sujet qui est vraiment à l'ordre du jour. Il y a beaucoup de manifestations de par le monde pour sensibiliser à cette crise planétaire, mais nous voulons attirer l'attention sur le fait que cette crise climatique est aussi une crise sanitaire. En fait, nous sommes vraiment tous préoccupés par la Covid en ce moment, mais nous estimons que le changement climatique est la plus grande crise sanitaire que l'humanité connaît et va connaître. Je vous donne quelques exemples. Un monde en proie au réchauffement climatique, c'est un monde où les maladies qui sont véhiculées par des moustiques ou d'autres insectes se propagent plus loin et plus vite. Ça pourrait même vouloir dire la réémergence de certaines maladies éradiquées dans certains pays, par exemple au Maroc, le paludisme. Les tempêtes, les inondations, les autres phénomènes météorologiques qui sont vraiment des phénomènes qui provoquent des décès immédiats, mais qui ont aussi des conséquences à long terme, non seulement sur la santé physique, mais aussi sur la santé mentale des populations touchées. Et bien sûr, il y a le stress hydrique, la dégradation des terres, un déficit de production des denrées consommables, qui à leur tour entraînent un déplacement des populations. C'est un cercle vicieux en fait, qui va impacter la santé des populations déplacées, mais aussi impacter les systèmes de santé des pays qui accueillent ces populations. Et tout un écosystème global aussi, parce que vous parlez d'insectes. Justement, cette semaine, dans le podcast Le Scan, on a fait un podcast sur les abeilles. On vient de voir au Maroc le plus vieux rucher du monde qui vient d'être déserté par les abeilles. La disparition des abeilles, ça va impacter la consommation, la production mondiale, l'écosystème mondial. Exactement. Et bien sûr, il y a des méthodes de production par exemple, dans le système alimentaire, qui sont nocives pour la planète, mais qui sont également nocives pour la santé des hommes. Et la disparition des abeilles est une des conséquences de certaines méthodes de production. Est-ce qu'on peut changer nos modes de consommation et de production pour parvenir à cet objectif d'alimentation saine pour tous ? Bien sûr. Vous savez que les systèmes alimentaires qui produisent des aliments et des boissons hautement transformés, qui sont mauvais pour la santé, ils provoquent une vague d'obésité dans le monde, mais ils sont également responsables d'un tiers des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Ces méthodes de consommation et de production et de consommation produisent également énormément de plastique qui sont introduits dans notre environnement, dans les océans, dans les montagnes, dans notre chaîne alimentaire, et nous les ingérons et nous les inhalons. Nous pensons que si nous appliquons les directives de l'OMS pour une alimentation saine, au niveau des individus, mais également au niveau des chaînes de production, on va en fait initier un cercle vertueux. C'est-à-dire, on donne des conseils aux personnes sur leur alimentation pour éviter les maladies comme le diabète, les cardiopathies ou les cancers, mais il est important de rappeler que si la lutte finit dans nos assiettes, elle commence dans les industries agroalimentaires et les chaînes de production. Et si on applique les directives de l'OMS pour une alimentation, on va en fait changer toute la chaîne de valeur de l'alimentation. Et il y aura un impact sur l'émission des gaz à effet de serre également. Donc, on va induire un cercle vertueux. Vous savez que la crise de Covid nous a forcés à nous arrêter, à rester chez nous. Et en quelques mois, on a été obligés de consommer différemment. Nos enfants ont dû s'habituer à apprendre différemment. Nous, citoyens, individus, avons dû changer nos modes de vie pendant cette période. Mais est-ce que la société a changé son mode de fonctionnement ? C'est le moment maintenant de se poser la question.
et de se dire que si nous avons pu changer nos modes de vie pendant cette période, nous pouvons également réfléchir sur la façon de changer le mode de fonctionnement d'une société qui ne doit plus être axée sur la productivité à tout prix, mais plutôt sur le bien-être des populations. Mariam Bigdeli, cette grande bifurcation de nos modes de production, on l'entend bien, c'est aux États de s'y mettre. Le rôle de l'OMS sera un rôle de conseil ? Exactement. Alors pour commencer, notre rôle est de produire des données probantes sur la relation entre notre environnement et notre santé. En 2021, nous avons produit l'enquête mondiale sur la santé et le changement climatique. C'est une enquête qui révèle, par exemple, que l'insuffisance des financements continue d'être la principale pierre d'achoppement d'une mise en œuvre complète des plans nationaux en matière de santé et de changement climatique. Ça, c'est le premier obstacle. Il a été révélé dans 70% des pays qui ont participé à l'enquête. Donc, ce n'est pas marginal. Et ensuite, les contraintes, la deuxième contrainte, c'est les ressources humaines. Et un tiers des pays ont également signalé le manque de collaboration intersectorielle. Donc, fort de ces données que nous avons pu collecter et analyser, nous pouvons faire un plaidoyer pour convaincre les dirigeants, les décideurs, à accorder plus d'attention à ces questions, et c'est le but de la Journée mondiale de la santé. Nous avons produit un manifeste pour un monde meilleur, pour un monde en meilleure santé, avec 6 actions fondamentales que les décideurs peuvent prendre, et bien aussi au niveau individuel, pour pouvoir améliorer notre santé et celle de notre planète. Ces 6 actions sont préserver la source de la santé humaine, c'est la nature, investir dans les services essentiels allant de l'eau à l'assainissement, aux énergies non polluantes, assurer une transition énergétique rapide dans l'intérêt de la santé, et promouvoir des systèmes alimentaires sains et durables, on vient d'en discuter, construire des villes saines et viables, et cesser d'utiliser l'argent du contribuable pour financer la pollution. Et avec ce manifeste, nous pouvons vraiment créer un mouvement mondial pour la santé et l'environnement. Les villes ont un rôle essentiel, vous l'avez dit, pour impacter positivement notre santé. Et l'écosystème, quand on pense aux villes, on pense aux nuisances sonores, aux pollutions lumineuses le soir, aux pollutions industrielles. Exactement. D'abord parce que les villes sont la moitié de la population de la planète, plus de la moitié même de la population de la planète vit en ville. Et les villes produisent 60% de l'activité économique et par conséquent aussi une proportion égale des émissions de gaz à effet de serre. Donc ces nuisances que vous avez signalées, les pollutions, que ce soit les pollutions dues au transport, les pollutions industrielles et les fonctionnements à haut régime pour les productions énergétiques pour ces villes, produisent des émissions à effet de serre d'une proportion incroyable. Comme pour les systèmes alimentaires, en fait, les villes sont un point d'entrée pour créer des cercles vertueux. Par exemple, en concevant des villes pour qu'on puisse utiliser la marche ou le vélo, en finançant des transports publics efficaces, en favorisant les services de proximité, que ce soit pour la santé, l'éducation, d'autres besoins essentiels, afin que les citoyens ne doivent pas se déplacer sur de longues distances pour accéder à ces services. On diminue la pollution et on agit aussi sur la réduction des gaz à effet de serre, et en même temps, on favorise l'activité physique, on favorise le tissu communautaire. Et on agit donc aussi sur la santé des individus. Il y a un autre élément, ce sont la réduction des accidents de circulation. Avec des villes correctement pensées, architecturées, on peut donc à la fois impacter l'environnement et la santé des individus. Mariam Bigdeli, quels pays sont des références, des modèles sur cette question du bien-être et de l'harmonie entre les êtres humains et la nature ? Alors, la clé du succès au niveau des politiques publiques, c'est de penser nos sociétés non pas en termes de productivité, mais bien en termes de bien-être. C'est vraiment un changement de paradigme, et certains pays ont initié ce changement de paradigme. Alors, le pays qu'on cite souvent en exemple, c'est le Bhoutan, qui a mis en place depuis déjà de nombreuses années un index national du bonheur, où le progrès du pays est mesuré en fonction de cet index. Et cet index inclut, par exemple, la santé mentale des individus, mais aussi la vitalité des communautés. Et donc, plutôt que de mesurer le progrès à l'aune d'indicateurs économiques habituels, c'est l'index national du bonheur qui permet en fait de mesurer les progrès du pays. La Nouvelle-Zélande a un budget de bien-être qui est consacré justement à l'amélioration de ces aspects multisectoriels.
Un pays comme les Émirats arabes unis ont un agenda du bonheur avec une feuille de route, en fait, pour le bien-être des citoyens. Dans de nombreux pays, comme la Finlande, par exemple, on utilise la notion de santé dans toutes les politiques, qui est un principe qui permet de concevoir toutes les politiques publiques sectorielles, agriculture, industrie et tous les secteurs, de façon à ce que, lors de leur mise en œuvre, on ait un impact positif sur la santé. Donc, on peut penser des indicateurs qui peuvent être mesurés à rythme régulier pour s'assurer que toutes les politiques sont en fait bénéfiques à la santé des individus et à leur bien-être. Est-ce que le Maroc peut devenir l'un d'entre eux, selon vous ? Oui, le Maroc a beaucoup d'éléments pour pouvoir devenir un pays exemple parce que c'est un pays qui est déjà très engagé depuis longtemps sur l'action en faveur du climat, on le sait tous. Il a accueilli la COP22 en 2016 et c'était immédiatement après le même événement en France qui avait abouti aux accords de Paris. Depuis, en fait, le Maroc se positionne dans les politiques d'énergie renouvelable, dans la lutte contre le changement climatique et plus récemment, le discours royal qui a été lu par le chef de gouvernement lors de la COP26 rappelle les enjeux du royaume sur ces questions et notamment le nouveau modèle de développement qui invite à s'engager sur la voie de la durabilité et de la pérennité. Le Maroc a aussi rehaussé son ambition en matière de réduction de gaz à effet de serre à plus de 45% en 2023. Il s'inscrit également sur un agenda de neutralité carbone. C'est donc un précurseur africain dans beaucoup de domaines et en particulier aussi dans les bonnes pratiques agricoles. C'est pour ces raisons que le Maroc a été consacré par son élection à la présidence de la 6e Assemblée des Nations Unies pour l'environnement. Ce sont des éléments qui sont donc déjà en place et en premier lieu la volonté politique d'agir. Il reste en fait à transférer, on va dire, ces volontés dans des bons choix opérationnels dans la santé en particulier, et en particulier dans la santé dans toutes les politiques, avec des actions positives dans tous les secteurs, le développement urbain, on en a parlé, l'agriculture, les transports, le développement industriel, de manière à ce que on puisse vraiment avoir des impacts positifs sur la santé. Et bien entendu, il faut continuer à sensibiliser les citoyens pour adopter un comportement qui favorise la santé des individus autant que la santé de la planète. Merci beaucoup, Mariam Bagdili. Je vous remercie beaucoup pour cet entretien. Le Scan, le podcast d'actualité, c'est fini pour aujourd'hui. Réalisation Adam Al-Arshawi. Et n'hésitez pas à vous abonner sur le site telquel.ma et à nous retrouver chaque jour du lundi au vendredi sur toutes les applications de plateformes de podcast et de streaming.